Adaptation narrative. J'ai pris la liberté d'adapter l'histoire originale pour la placer du point de vue d'une au-pair brésilienne nommée Mariana, employée chez une famille aisée. Tous les événements décrits ici suivent la logique émotionnelle et les étapes dramatiques du récit source, mais les relations et certains détails ont été réajustés pour coller au titre. Il l'appelait papa, avec une familiarité que je n'avais jamais imaginée. Je ne le voyais pas seulement comme l'homme qui rentrait tard, je voyais ses chaussures sous la porte, l'odeur de son parfum sur le canapé, la trace d'un café à moitié bu sur la table basse. Jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi il rentrait si tard, chaque soir, et ce que ça signifiait pour tout le monde dans cette maison. Quand j'ai débarqué à Paris, j'avais un sac à dos, un passeport neuf et l'idée fixe que je voulais juste travailler, apprendre la langue et économiser. Le contrat d'au-pair promettait une chambre au 2e étage, 3 repas par jour et l'accès à la vie d'une famille française. J'avais 30 ans, le cœur encore recousu des bouts d'un mariage retourné au Brésil et un petit dossier médical que j'ouvrais parfois la nuit. Des résultats, des rendez-vous manqués, des larmes dans des salles d'attente. Mais j'y croyais, pas à la vie parfaite, mais à la possibilité de me reconstruire loin, en silence. La famille qui m'a prise était en apparence le cliché du bonheur bourgeois. Antoine, papa, grand, cheveux poivre, costume toujours impeccable même pour repasser le linge du dimanche. Claire, maman, élégante, parfaite dans ses talons, et 2 enfants dont les rires emplissaient la maison comme du pain chaud. Au début, tout était rituel et douceur. Ils m'ont montré la cuisine où je préparerais les goûters, le portique où je pousserais les enfants, les photos de vacances alignées comme des médailles sur le buffet. Ils m'ont accueilli comme une ressource, mais aussi comme une confidence possible. « Tu es maintenant de la maison », m'a dit Claire en me serrant la main, et j'ai souri comme si ce petit mot pouvait recoudre ma solitude. On m'a donné des clés et des heures. Les matins étaient rythmés par la petite guerre du brossage de dents, les après-midi par les répétitions de piano et les soirées par la routine que je croyais normale. Antoine rentrait tard, il tenait parfois une distance, il souriait aux bonnes blagues mais ne s'étendait pas. Au début, ça semblait anodin, un homme absorbé par son travail. Il me parlait rarement de choses personnelles, mais il me racontait des histoires de la banque où il travaillait, des dossiers, des déplacements. Les enfants, eux, m'appelaient par mon prénom, me cherchaient pour les histoires au coucher. Je me suis attaché, doucement, comme on prend racine dans un pays étranger. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer des détails qui ne devraient pas exister dans une maison bien tenue. Une tasse oubliée, une veste sur une chaise qui ne lui appartenait pas, un parfum différent sur ses vestes les jours où il était particulièrement silencieux, des messages qu'il supprimait, des appels qu'il prenait dans le jardin en chuchotant. Et toujours, il revenait tard, très tard, parfois à 3 heures du matin. Parfois, il rentrait juste pour s'asseoir sur le canapé, comme si la pièce sans lumière était un masque pour autre chose. Je venais d'un passé où l'on m'avait déjà dit que je n'étais pas complète, où un homme m'avait fait croire que mon corps manquait d'une pièce essentielle. J'avais porté ce reproche comme on porte une chemise trop serrée, inconfortable, normalisée, honteuse. Au Brésil, mon ex-mari m'avait gazé d'une manière douce et méthodique. Des phrases qui s'enterraient comme des cailloux, la culpabilité transférée vers moi, les tentatives de grossesse racontées comme mon échec personnel. J'avais passé des heures chez un médecin nommé Dr Martinez, dont la douceur m'aidait à comprendre des choses simples. Mes gamètes étaient bons, mes bilans étaient normaux. C'est lui qui a prononcé ces mots, simples, cliniques, qui m'ont fait trembler. Rien d'organique à signaler. Mais entre ce verdict et le monde, il y avait des hommes avec des récits à raconter, et certains choisissent de faire de la vérité une option praticable. Je n'avais pas dit tout cela à la famille au début. La maison était un refuge où je réapprenais à rire sans me sentir coupable. Mais je leur confiais parfois des bribes, des commentaires sur la maternité, sur les couches, sur les peurs d'être étrangère. J'ai été surprise de constater que Claire, parfois, émettait des phrases qui venaient lourdes d'une autre époque. « Tu veux des enfants un jour, Mariana ?» disait-elle comme si une réponse différente de « oui » m'aurait déqualifiée. Un jour, elle a laissé tomber, presque comme une évidence. C'est difficile pour certains couples, vous savez, la nature, et j'ai vu ses yeux se poser sur Antoine, complaisant. Ce sont des micro-agressions qui s'insinuent, des petites aigreurs domestiques qui, goutte à goutte, érodent. Il y a des scènes qui me reviennent avec une netteté cruelle. Antoine sortant à l'aube, le souffle court, après une dispute qu'il ne voulait pas tenir. Claire feignant l'indifférence en rangeant des poupées.
Une fois, alors que je rangeais la commode, j'ai trouvé une lettre en calligraphie italienne, une invitation délicate pour une fête prénatale. Le papier sentait la poussière et l'anticipation. Baby shower était écrit en lettres cursives et j'ai senti une vibration sourde dans la poitrine, parce que je connaissais les gestes, les pièges des apparences. Les messes basses autour d'une grossesse n'annoncent pas toujours la joie. Parfois, elles cachent une machinerie de réputation. Les mois ont passé. Un soir d'hiver, après un dîner poli et des rires mesurés, Claire m'a demandé de rester avec les enfants parce qu'elle devait sortir avec des amis. Elle m'a donné un baiser sur la joue, un de ces baisers qui prétendent au lien. Plus tard, j'ai vu Antoine glisser une clé de voiture sur la table, regarder sa montre, hésiter. Son téléphone a vibré, il s'est excusé et il est parti. Quand il est revenu, il avait l'air vidé d'une autre vie. J'ai entendu des mots étouffés, des présences qui ne disaient rien, mais tout suggérait. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la maison abritait une mécanique bien rodée. Une histoire racontée à demi-mot aux amis, un récit où Antoine était l'homme épuisé, Claire la femme fragile, qui pouvait si facilement tomber enceinte, mais qui avait le malheur d'avoir un mari qui travaillait trop. Ils s'échangeaient des regards paternels et la famille avait construit autour d'eux une image de normalité. Dans ce théâtre, une opère brésilienne n'était qu'un élément de décor, utile, sympathique, mais discutable. Puis est survenue la phrase sismique. « On a quelque chose à fêter cet été ». Claire m'a annoncé la grossesse de son amie, non, de sa collègue, non, d'une voisine. Des mensonges comme des poupées russes. À ce stade, j'étais attentive parce que la salle dégageait un parfum de préparation, invitation, nappe, ruban. Mais au fond de mon estomac, une vieille blessure recommençait à se réveiller. Les souvenirs ont afflué, les résultats médicaux dans un sac plastique, les diagnostics qui ne parlaient pas, les regards accusateurs de mon ex. J'avais quitté le Brésil avec l'impression d'avoir laissé un tas de choses non dites, mais aussi avec un dossier médico-chirurgical intact. Attaquer la vérité était possible. Un soir, en rentrant de l'école, je trouvai sur la table la lettre à la calligraphie encore plus nette. Une invitation à un baby shower officiel, avec une date. Quand j'ai touché le papier, j'ai senti la même sueur froide que la première fois que mon ex avait dit « C'est toi le problème ». J'ai cherché dans mes poches, j'ai entrelacé les doigts. Je savais que quelque chose se tramait, quelqu'un se cachait derrière un mot doux, quelqu'un préparait une humiliation possible pour une autre personne. Je ne pouvais pas encore savoir si Claire était la cible ou l'instigatrice. La rupture, pour moi, n'a pas été explosive. Elle a été administrative. Je n'étais pas la femme mariée qui se fait rayer d'un quotidien conjugal. J'étais la femme étrangère qui a reçu, par message, une notification de licenciement. « Nous mettons fin à votre contrat. Merci pour vos services. » La phrase était sèche, comme une porte qui claque. J'ai eu 10 jours pour plier mes affaires. Antoine m'a donné une poignée d'euros et un regard qui disait « c'était professionnel ». Claire m'a embrassé sur la joue devant les enfants, sans émotion. Je suis parti avec mon sac et mes doutes. Le plus étrange, c'est que la maison semblait continuer comme si je n'avais jamais existé. Les rituels n'étaient pas brisés. Les enfants ont continué à recevoir leur goûter, et j'ai observé, depuis la fenêtre du taxi, la silhouette d'Antoine qui rentrait tard, plus souvent encore. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de me reconstruire. J'ai trouvé une petite chambre en banlieue, un travail à temps partiel, et surtout, j'ai réouvert mon dossier médical. Les résultats de Dr Martinez étaient imprimés dans un dossier qui sentait le désinfectant et la certitude. Fertile, disait le mot sur la page, sans anomalie détectée. J'ai pleuré seul, non pas de tristesse, mais d'un mélange confus de rage et de libération. Si mes organes étaient normaux, alors ce qui s'était passé n'était pas une fatalité biologique. Il y avait eu une narratrice indélicate, une personne qui avait raconté l'histoire à sa convenance. J'ai commencé à recoller les morceaux du passé, les conversations volées, les messages effacés d'Antoine, une facture de clinique pour des examens présentés comme « consultation générale ». Trop de coïncidences pour être simplement maladresse. Et il y avait une autre couche. J'entendais des gens autour de moi répéter la version d'Antoine, comme s'il avait tissé un récit plus convaincant que la réalité. Il est si stressé, disait-on. Ils essaient depuis longtemps, disaient d'autres. Sans être sa femme, j'étais blessé parce que je reconnaissais les outils. Rejeter la faute sur le corps d'une femme, faire d'elle le réceptacle du manque, transformer la vérité en scandale personnel.
Un bruit a changé la donne. La rumeur d'une femme enceinte venue du milieu professionnel d'Antoine. Des photos floues, des commentaires sous un post, des mots déplacés. Enfin un bébé, quelle surprise! J'ai suivi, comme on suit une onde dans l'eau, jusqu'à ce que je voie le profil d'une jeune femme qui avait publié des images d'échographie et de sourires complices avec Antoine. Le cœur m'a battu la chamade. Mais au fond, ce n'était pas seulement la jalousie, c'était la certitude que quelqu'un avait menti, que quelqu'un avait instrumentalisé la confiance, et que je n'allais pas laisser cette version dominer sans réponse. Je me suis approché de la vérité comme on s'approche d'une porte verrouillée. J'ai commencé par des petites choses, contacts, anciens messages sauvegardés sur des clés USB que j'avais laissées par inadvertance, conversations que j'avais enregistrées en me sentant paranoïaque. Une mesure de sécurité, pensais-je alors, comme on prend une photo d'un dommage pour demander réparation. Et puis, j'ai trouvé des indices qui formaient une trame. Rendez-vous au déjeuner, billets pour des vols qui ne correspondaient pas aux affaires d'Antoine, et surtout cette impression profonde que quelqu'un avait mis en scène la maternité pour se donner une stature morale. Je veux être clair, je ne prétends pas détenir une preuve de crime. Ce que j'avais, c'était une série d'indices. Et dans la loi comme dans la vie, les indices peuvent créer des lignes de faits qui ouvrent des enquêtes. C'est alors que j'ai appelé Maya, ma sœur. Elle est l'encre de mes décisions, celle qui m'a prise au téléphone à 2 heures du matin quand j'ai pleuré pour la première fois après le licenciement. « Ne te laisse pas faire », m'a-t-elle murmuré. « Si tu veux, je viens. » Sa voix avait cette fermeté que j'aime, la voix qui dit « on va voir ». Après une nuit à dormir mal, j'ai rencontré Sarah. Sarah est avocate, une amie d'une amie. Elle est celle qui croit aux causes justes. Elle a lu mon dossier, les photos, les messages, et elle a souri d'une manière qui ne me semblait pas moqueuse, curieuse. Elle m'a dit des choses qui semblaient trop techniques pour être vraies, mais indispensables. Il y a des voies civiles, Mariana. On peut contester les motifs de ton licenciement si on prouve qu'il te discriminait. On peut aussi regarder la possibilité d'une action pour atteinte à la réputation si des mensonges ont été diffusés et t'ont ciblé. J'ai noté chaque mot. J'ai senti qu'enfin, quelqu'un utilisait le langage du droit plutôt que celui de l'émotion. Je suis revenu au dossier Dr Martinez. Je l'ai relu jusqu'à connaître chaque ligne par cœur. Le fait que mes marqueurs soient normaux m'a donné une liberté dangereuse. Je pouvais désormais regarder la maison où j'avais travaillé non plus comme une victime potentielle, mais comme une témoin éclairée. Et plus j'en savais, plus la colère se calmait et se transformait en plan. Si on me volait la possibilité de nommer la vérité, je me l'approprierais publiquement, mais sans crier, sans violence. J'avais vu trop d'histoires où la rage devient folie. Je voulais une revanche intelligente, une revanche qui restaure, qui reconstruit. Il y avait des symboles à utiliser. J'ai pensé à la lettre calligraphiée, à la nappe blanche, aux enfants qui se balançaient sur le portique en chantant. Ces choses innocentes pouvaient se transformer en preuves symboliques si elles étaient présentées au bon moment. J'ai imaginé une scène, une entrée contrôlée, des personnes alliées dans la salle, des documents discrètement glissés dans une pochette et une parole précise qui expose sans humilier. Le pire n'était pas la vengeance, le pire était que la version d'Antoine continue de circuler sans contradiction. Avant d'aller plus loin, je dois intervenir d'une manière prosaïque mais nécessaire. Si cette histoire résonne avec toi, si tu veux entendre des récits de résilience et de stratégie face à la manipulation, abonne-toi. Ce canal n'est pas une cour de récréation, c'est un espace pour comprendre comment la vérité peut se défendre. Je me suis mise à rassembler mes alliés, Maya bien sûr, Sarah l'avocate, mon cousin Marc et sa femme Léna qui m'avaient déjà dit qu'ils prêteraient leurs enfants pour un temps si besoin. L'idée pouvait sembler folle. Faire entrer des enfants dans un salon feutré pour qu'ils incarnent quelque chose de pur au milieu d'une conversation d'adultes. Mais je savais que les images comptent. Les enfants rient, et ce rire ne ment pas. Il pouvait faire basculer la pièce du côté de la simplicité, loin des contes édulcorés qui embarrassent. Je me suis aussi occupé de l'apparence. Ce n'était pas de la superficialité, il s'agissait de décoder l'usage social de l'image. La transformation n'était pas une armure, c'était une clé. J'avais envie d'une robe rouge, pas un signe de provocation, mais de présence. J'avais envie d'une voiture qui fait tourner les regards, une façon de dire « je viens et je prends ma place ». J'avais besoin que mon entrée ne passe pas inaperçue.
Mais tout devait rester dans la légalité et l'élégance. Pas d'humiliation, pas d'attaque illégale, simplement une scène construite selon les règles du théâtre social. Je passais des nuits à penser au dialogue. Comment prendre la parole sans ridiculiser? Comment poser les bonnes questions sans tomber dans l'insulte? Je relus les messages que j'avais enregistrés, j'imprimais les saveurs du passé et je rangeais mes émotions comme on range des pièces de mobilier fragiles. Tout devait être prêt pour le moment juste avant la célébration annoncée. Je n'avais pas encore décidé si j'interviendrais en tant qu'ex-employé ou en tant que témoin indépendant. Tout dépendrait de la dynamique de la salle et des visages présents. Puis vint le moment où notre plan prenait forme. J'ai appelé Maya pour la première coordination. Les enfants qui viendraient, les enfants de Marc et Léna, gentiment prêtés, la robe, rouge, simple, sans ostentation, la pochette, les dossiers imprimés, les copies des résultats de Dr Martinez, et la logistique pour l'arrivée. La façon dont la Lamborghini blanche dont parlait la rumeur locale pourrait tourner au coin au moment opportun, comme un coup de théâtre. C'était presque grotesque de planifier une telle cadence autour d'une fête de quartier, mais j'ai compris que la grandeur d'un geste lui donne du poids. On ne réécrit pas un récit banal en chuchotant. Je me suis arrêté un instant, comme si je regardais depuis l'extérieur. Je sentais l'odeur du café, la mémoire des couches remplies, la chaleur du portique. J'avais peur, oui. Je craignais que mon intervention paraisse vaine, qu'on me traite de femme en colère. Mais j'avais une autre peur plus vive, rester silencieuse et laisser un mensonge survivre. Alors j'ai dit, on le fait bien, on le fait proprement. Maya a ri, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon corps répondre sans tension. On a fixé la date, on a établi les rôles, et j'ai senti le plan se cristalliser. Il y avait une dernière chose qui m'oppressait, la possibilité que j'aille trop loin et que je transforme une revanche en spectacle gratuit. Sarah l'a posé ainsi, direct. Tu veux rétablir ta réputation ou humilier quelqu'un, car ce sont deux chemins différents. J'ai choisi la réputation. La prudence. Le mot justice a sa propre retenue. C'était ce que je voulais, faire sortir la vérité dans la lumière, entouré de témoins, de preuves et d'enfants qui riaient, sans jamais franchir la ligne de l'attaque illégale. La veille de tout, je me suis retrouvé à regarder mon reflet. La robe était sur le lit, rouge, prometteuse. J'ai senti la peur me traverser comme un courant. Et puis, j'ai posé ma main sur le dossier de Dr Martinez. Les mots imprimés m'ont donné le courage nécessaire, sans anomalie. Cela suffit, parfois, pour transmuter la douleur en action. La maison où j'avais travaillé continuerait d'exister quoi qu'il arrive. Mais ce soir-là, tandis que la ville respirait et que les lumières des magasins s'éteignaient, j'ai compris que je ne voulais plus être une spectatrice. J'ai commencé à mettre les pièces en ordre, les courriers, les copies, les alliances. J'ai appelé Marc pour confirmer les enfants. Léna a promis un sourire franc et une robe d'été. Maya s'est engagée à être à mes côtés à l'entrée. Sarah, discrète, m'a assuré qu'elle serait prête à répondre à toute question juridique. Les alliés étaient là. La stratégie s'installait comme un écosystème calme. Alors que je fermais mon sac pour la nuit, j'ai repensé à la première fois où Antoine m'avait parlé de responsabilité et d'effort. Il croyait avoir fermé des portes. Il pensait que sa version resterait la seule. Il ignorait qu'il avait sous-estimé la ténacité d'une femme qui était venue de loin pour se reconstruire. Il ignorait que l'humiliation, si elle est prévue, peut être retournée en moment de vérité. Je me suis endormi avec une image improbable. La Lamborghini blanche tournant au coin de la rue, la robe rouge brillante comme une balise, des enfants sur le portique qui chantent innocemment. Et quelque part dans l'ombre, Antoine entrant à nouveau tard, sans savoir que demain sera différent. La matinée du baby shower s'annonçait comme un dimanche ordinaire dans ce quartier cossu. Le soleil filtrait entre les platanes, des rires d'enfants résonnaient, la boulangerie sentait la brioche. J'ai senti mon cœur battre comme si le monde entier n'était qu'une horloge trop fine. On avait choisi l'après-midi pour maximiser la présence des amis, et parce que les gens parlent plus volontiers selon la lumière. Maya a attrapé ma main sans cérémonie quand nous sommes sortis de la voiture. « Respire », a-t-elle dit, et sa main était une cale. La Lamborghini blanche s'est arrêtée devant la maison. Je l'ai vue, pas comme un caprice, mais comme un marqueur. La juxtaposition d'une voiture impossible et d'une fête domestique allait créer un décalage. C'était calculé. J'ai senti un sourire mauvais dans la gorge, mais je l'ai refoulé, le remplaçant par quelque chose de droit.
Je me suis endormi avec une image improbable. La Lamborghini blanche tournant au coin de la rue, la robe rouge brillant comme une balise, des enfants sur le portique qui chantent innocemment. Et quelque part dans l'ombre, Antoine entrant à nouveau tard, sans savoir que demain sera différent. La matinée du baby shower s'annonçait comme un dimanche ordinaire dans ce quartier cossu. Le soleil filtrait entre les platanes, des rires d'enfants résonnaient, la boulangerie sentait la brioche. J'ai senti mon cœur battre comme si le monde entier n'était qu'une horloge trop fine. On avait choisi l'après-midi pour maximiser la présence des amis, et parce que les gens parlent plus volontiers selon la lumière. Maya a attrapé ma main sans cérémonie quand nous sommes sortis de la voiture. « Respire », a-t-elle dit, et sa main était une cale. La Lamborghini blanche s'est arrêtée devant la maison. Je l'ai vue, pas comme un caprice, mais comme un marqueur. La juxtaposition d'une voiture impossible et d'une fête domestique allait créer un décalage. J'ai senti un sourire mauvais dans la gorge, mais je l'ai refoulé, le remplaçant par quelque chose de droit. Les enfants de Marc et Léna, 4 petits boulets d'énergie, se sont précipités hors de la voiture en riant, apportant avec eux des bulles et des chapeaux de fête. Ils étaient innocents, et c'était précisément pour cela qu'ils avaient leur place. Nous avons attendu à quelques mètres, regardant les derniers préparatifs à travers la fenêtre. Claire avait accroché des guirlandes, une table regorgée de pâtisseries, et des ballons rapprochaient les têtes des invités en un nuage coloré. Antoine circulait, poli, saluant, mais on voyait sur lui une fatigue de comédien, celle qui vient quand on récite depuis trop longtemps un rôle qui n'est pas le sien. Il a ri à une blague, puis s'est figé en apercevant la voiture. Son sourire a vacillé, subtil comme une panne électrique. Les autres gens ne comprenaient pas encore. Ils saluaient, embrassaient, prenaient des selfies. Maya a frappé. J'ai senti l'air me manquer quand la porte s'est ouverte sur une marée d'yeux. Certaines têtes se sont tournées avec curiosité, d'autres avec un mélange d'amabilité et d'ennui. J'ai vu des visages qui me saluaient d'un sourire poli, d'anciens collègues de travail d'Antoine, des voisins, des amis de Claire. Ma présence n'était pas attendue, et c'était bon. « Bonjour », ai-je dit, doucement, en avançant. La robe rouge avait l'effet voulu, pas criarde, mais impossible à ignorer. On m'a guidé vers un coin, on m'a offert un verre, on m'a complimenté sur ma coiffure. Les compliments étaient des filets, ils accrochaient la réalité au spectacle. Maya s'est positionnée près de la table des desserts, les enfants ont été lâchés pour leur petit numéro et je me suis dirigé vers la pièce principale où la plupart des invités discutaient. J'ai senti la tension s'épaissir à mesure que les conversations tournaient autour d'images d'échographie et de prénoms. Quelqu'un a levé son verre, on se préparait à célébrer. C'était le moment que Claire avait voulu construire, l'embranchement sacralisé où l'on transforme un corps en cause commune de joie. Dans la salle, j'ai reconnu des voix qui avaient, pendant des mois, relayé la version d'Antoine. Ils ne voyaient pas encore qu'un autre récit allait entrer dans la pièce. Je me suis approché du buffet, en marge, et j'ai posé ma pochette sur une chaise, sous une nappe. C'était banal, intentionnellement banal. Personne ne s'intéressait aux affaires d'une femme qui venait d'ailleurs. J'ai senti les regards suivre la main d'Antoine quand il a remarqué la pochette. Il a froncé les sourcils, sans trop savoir pourquoi. Son visage s'est fermé un instant, puis il a souri, mécanisme social enclenché. Il s'est avancé, et sa voix était ces petites ondes polies qu'on adresse aux gens qu'on veut tenir à distance. « Mariana, quelle surprise, tu es venue nous voir !» Je lui ai souri comme on répare une relation par la politesse. « Je voulais voir Claire, ai-je répondu. Je suis contente pour vous. » Il y a eu un murmure d'approbation. Quelle gentille présence, elle est si douce. Et dans l'acoustique de la salle, l'invitation s'est transformée en pont. C'était le moment où je devais choisir mon rythme. Baisser la voix, monter, exposer, feinter. J'ai choisi la retenue. Le plan n'était pas conçu pour faire voler en éclats une paix. Il était là pour poser une vérité sur la table. Je me suis débarrassé du malaise en demandant si je pouvais dire un mot. C'est venu naturellement. Je ne veux pas gâcher la fête. Une phrase de politesse. Je veux juste partager quelque chose que j'ai appris et qui me touche. Les conversations ont créé un léger bruit de fond. Claire, rayonnante, a claqué dans ses mains pour appeler l'attention. « Vas-y » a-t-elle dit, avec ce sourire qui voulait dire « Regarde comme tout est parfait ». Elle ne savait pas encore que le parfait n'existe pas. J'ai commencé par raconter brièvement qui j'étais. L'au pair brésilienne dont il se souvenait, Mariana. J'ai évoqué le travail, le soin apporté aux enfants, la gratitude que j'avais pour l'accueil. Rien d'agressif, rien d'amer.
Et puis, j'ai posé la première pièce sur la table. Je veux vous dire ce que j'ai découvert. Les conversations se sont calmées. Les regards se sont retournés vers moi. Antoine a froncé la lèvre. Les sourires se sont figés comme des cadres. J'ai demandé à Maya, qui attendait près de la porte, d'amener les enfants sur le portique. Ils ont accouru, poussés par un jeu qu'on leur avait promis, faire un petit spectacle pour la future maman. Ils se sont installés et leur rire est devenu la trame sonore de ma parole. Je n'aurais pas choisi un décor plus pur. J'ai senti que les adultes, emportés par les images enfantines, allaient brusquement se retrouver sans filtre. Les enfants ont commencé à chanter une chanson simple et même les adultes ont souri. C'était le moment où la simplicité d'un rire d'enfant devenait implacable. J'ai sorti la pochette. Les doigts tremblaient un peu, tension humaine, la trace d'une peur qui veut être contenue. Puis j'ai glissé les documents sur la table. Des copies soignées, imprimées, rangées dans une pochette transparente. Sarah était là, à mes côtés, calme, ses yeux de juriste prête à mesurer l'impact d'une phrase. Elle n'était pas en train d'attaquer, elle présentait. La distinction est importante. On peut abattre avec des mots ou rétablir avec des faits. Ce que je vous montre, ai-je dit, en reprenant la parole, ne vise pas à détruire une famille. Il vise à rendre lisible une réalité. J'ai tendu une feuille, la lettre du docteur Martinez, simple et clinique, disant ce qu'il avait dit d'abord. Examen sans anomalie détectée. J'ai entendu, dans la pièce, un petit froissement, des têtes qui se rapprochent, des lèvres qui se pincent. Puis j'ai laissé Sarah prendre le relais. Sarah, d'une voix mesurée, a expliqué en termes simples ce que les documents signifiaient et ce qu'ils ne signifiaient pas. Ces résultats ne prétendent pas expliquer les choix personnels de qui que ce soit, a-t-elle dit. Ils montrent simplement qu'il n'y a de ce côté-là aucune raison biologique qui justifie d'attribuer à Mariana une responsabilité médicale. Sa parole a posé un constat, ni accusation ni pardon, mais un fait. Alors j'ai sorti d'autres éléments, des copies de messages, des réservations, des preuves d'achat, des photos. Rien de sensationnel, des indices. Mais mis bout à bout, ils dessinaient une cohérence troublante, l'apparition d'une version publique fabriquée. Quelqu'un a murmuré « Mais pourquoi présente-t-elle ça maintenant ?» C'était la question clé. J'ai regardé la pièce, cherchant une personne à adresser. Mes yeux ont rencontré ceux d'Antoine. Il a essayé de sourire, une fois, deux fois, mais la mimique ne tenait pas. Parce que si personne ne le dit, la version d'un homme devient la vérité, ai-je répondu. Et je ne veux pas que cette version rende une autre femme invisible. Il y a eu un silence. Les enfants chantaient toujours, ignorant toute la portée de la scène. L'air semblait plus dense. Claire avait des larmes au bord des yeux. Je n'ai pas su si c'était de colère, de surprise, de honte. Antoine a bégayé quelque chose qui ressemblait à une défense. Ce sont des accusations, c'est hors de propos. Il a essayé de récupérer la narration en parlant du stress du travail, des malentendus, du mauvais moment. Mais Sarah a structurellement renvoyé la conversation vers des questions factuelles. « Avez-vous quelque chose à répondre sur ces éléments, monsieur ?» Les têtes se sont rapprochées pour lire les documents. Certains visages ont pâli. D'autres ont cherché une échappatoire, lançant des regards à leurs voisins. Un couple a murmuré « Je ne savais pas, puis sais-tu ?» L'un des amis d'Antoine a pris une posture embarrassée, comme quelqu'un qui vient de découvrir qu'il avait applaudi une mauvaise pièce de théâtre. La salle respirait différemment. Les fondations sociales s'étaient fissurées, doucement, comme si une table avait bougé d'1 centimètre. Antoine a commencé à perdre ses marques. Les phrases qui gouvernaient son récit se sont déliées sous l'effet de la précision. « Ce ne sont que des coïncidences », a-t-il prétendu. Sarah a demandé si quelqu'un pouvait confirmer ses allées et venues à des heures particulières. Elle a évoqué les billets d'avion, des réservations au nom d'une autre femme, des photos sur lesquelles il apparaissait accompagné. Elle n'accusa personne d'acte répréhensible, elle mettait des faits sous la lumière d'un lieu public. Quelqu'un, une collègue de Claire que je connaissais de vue, a pris la parole. « Antoine, tu m'avais dit que tu travaillais tard, mais j'ai vu ces messages. » Sa voix tremblait, c'était la voix de celle qui réalise qu'elle a été utilisée comme caution sociale. Les alliances ont commencé à se recomposer sous nos yeux. Ceux qui avaient, sans malveillance, pris la version d'Antoine commençaient à douter. Et dans le doute, il y a souvent une bascule morale. Claire a finalement éclaté en sanglots. Je ne voulais pas humilier quelqu'un, je voulais que la vérité cesse d'être tenue pour décor. Elle est sortie de la pièce, puis de la maison.
Antoine la suivit, mais elle s'est éloignée, marchant sans tête, comme quelqu'un qui cherche l'air. La fête s'est figée. Des murmures d'incompréhension, quelques consternations, des séparations de groupes. Plusieurs invités sont venus me voir pour parler en privé. Certains ont changé de comportement, d'autres m'ont souri d'une manière nouvelle, celle de ceux qui enfin reculent devant un mensonge possible. Après l'éclatement, la conversation est devenue plus administrative. Sarah a sorti son téléphone, a noté des choses et a parlé de démarche. Elle m'a dit bas ce que je redoutais et espérais. Je veux déposer une plainte pour licenciement abusif et pour atteinte à la réputation. Nous avons des éléments pour demander une révision du motif de ton licenciement et une réparation. Elle était ferme, mais pas triomphante. La loi donne des outils, elle ne garantit pas la réparation immédiate. J'ai hoché la tête. C'était suffisant pour l'instant. La soirée s'est terminée dans une atmosphère étrange. Des adieux froids, des regards fuyants, des textos échangés à la hâte. Certains invités ont quitté la maison sans avoir dit au revoir à Claire. D'autres sont restés, comme pour vérifier la cohérence d'un monde qui se reforme après une fissure. Nous avons récupéré les enfants chez Marc et Léna, qui ont raccompagné leur petit monde en riant et en parlant déjà d'un goûter à venir. Leur insouciance était une promesse. La vie continue, et c'est précisément ce que nous avions voulu préserver. Les jours qui ont suivi ont été un lent engrenage. Sarah a déposé une requête administrative pour contester les motifs de licenciement, citant discrimination et rupture abusive de contrat. Elle a demandé des réunions de conciliation. De mon côté, j'ai commencé à recevoir des messages de personnes que je n'attendais pas, des collègues d'Antoine, des voisins, des femmes qui avaient vécu des expériences similaires. La parole avait ouvert une brèche. On m'envoyait des témoignages anonymes, des soutiens, des offres d'aide. C'était une chose que je n'avais pas envisagée, que la vérité est un effet domino social. Je me sentais moins seul. Antoine a réagi en cherchant à contrôler les dégâts. Il a publié une déclaration sobre sur un réseau social « Je suis triste de la situation, je respecte la vie privée », une posture classique de quelqu'un qui tente de calmer une onde trop large. Mais les documents que nous avions circulaient. Les conversations privées qu'il croyait verrouillées avaient été lues par quelques personnes clés. La réputation fragile dépend souvent de la vitesse à laquelle un récit peut être imposé. Nous avions, pour une fois, contré cette vitesse par la mise à disposition publique de faits. La procédure judiciaire a été un tapis lent. Il y a eu des médiations, des échanges d'avocats, des propositions de règlement. Sarah a négocié avec minutie. Elle savait que l'objectif principal n'était pas d'extorquer une somme, mais de faire reconnaître une injustice et d'obtenir une réparation matérielle et symbolique suffisante pour m'aider à reconstruire. Le contrat d'au pair, qui n'avait pas la même force qu'un contrat de travail à plein temps, rendait la voie plus complexe, mais il restait des leviers, rupture abusive, préjudice moral, atteinte à la réputation. Nous avons aussi introduit la possibilité d'un accord de confidentialité modulé, à utiliser si la partie adverse cherchait un règlement discret. Je n'étais pas intéressé par la discrétion, mon intérêt était la vérité publiquement reconnue. Sarah a négocié donc en sachant que nous pourrions non seulement demander réparation financière, mais aussi exiger une reconnaissance formelle. La nouvelle de la médiation a circulé. Certains amis d'Antoine ont essayé de me convaincre que, pour le bien des enfants, il valait mieux régler à l'amiable et laisser tout cela s'éteindre. J'ai compris le geste, mais l'histoire pour moi n'était pas une question de vengeance personnelle, c'était une question de principe. Les femmes dont la parole avait été démontée par des récits construits pour protéger des hommes de pouvoir méritaient d'être prises au sérieux. Nous avons poussé pour une reconnaissance publique, une excuse publique et des mesures de réparation qui incluaient un soutien psychologique et une compensation économique raisonnable pour les conséquences matérielles du licenciement. Le jour où un accord a été trouvé, un accord modéré qui ne faisait pas de miracle, j'ai ressenti un mélange étrange, soulagement et amertume. Le règlement prévoyait une compensation financière pour la rupture du contrat et des dommages moraux, mais il n'y avait pas de clause spectaculaire. Il y avait en revanche une clause qui pour moi était plus importante, une reconnaissance tacite que la version que j'avais donnée lors du baby shower avait entamé une histoire que l'on ne pourrait plus faire passer sous silence. C'était, à sa façon, une réparation symbolique. Je ne pouvais pas promettre que cela changerait toutes les vies, ni guérir toutes les blessures. Mais la justice civile, même lente et imparfaite, m'avait donné un droit de cité dans le récit. La maison où j'avais travaillé est restée un lieu où je n'allais plus.
J'ai rendu la chambre, j'ai rangé mes souvenirs dans des cartons et j'ai dit adieu à une routine qui m'avait presque tout fait. Mais j'ai senti aussi quelque chose d'autre, une énergie nouvelle, un désir de réemployer mes compétences de soins et d'écoute dans un espace qui n'était pas une maison individuelle, mais une communauté. J'avais entendu tant de femmes me raconter des histoires où on leur avait dit qu'elles étaient la faute et que la vérité était un luxe. J'ai alors décidé de transformer ma colère en projet. Avec l'aide de Maya, de Sarah et d'une petite équipe de bénévoles, j'ai commencé un projet modeste, un groupe de soutien pour femmes étrangères victimes de discrimination et de manipulation. Nous l'avons appelé Casavos, par référence à la maison d'où je venais et à l'idée de donner une voix aux invisibles. Au début, c'était une table dans une petite salle communale, des thés, des coussins et des témoignages. Les gens venaient, certains en secret, d'autres à visage découvert. Il ne s'agissait pas de justice spectaculaire, mais d'une écoute qui redonne de la densité aux mots. Le mot s'est répandu. Des avocates nous ont proposé des sessions d'information sur les droits au travail. Des psychologues ont offert des ateliers gratuits. Peu à peu, Casavos est devenu une plateforme, un lieu de transmission d'informations concrètes. Comment obtenir une attestation médicale? Comment sauvegarder des conversations? Quelles procédures existent pour contester un licenciement? Mais aussi un espace d'empowerment. Nous avons appris à raconter notre histoire sans que la honte nous l'empoisonne. Nous avons transformé la vulnérabilité en plan. Ma vie a pris une forme différente. J'ai repris des études du soir. J'ai commencé à travailler avec une association d'aide aux migrants pour la garde d'enfants et le soutien juridique. On m'a proposé de témoigner dans des ateliers, de raconter comment on peut se défendre en gardant sa dignité. J'ai accepté, non pour la gloire, mais parce que je sais à quel point une parole rend possible la prochaine étape. La robe rouge est restée dans mon placard, non comme un trophée, mais comme une mémoire d'un moment où je me suis tenu debout. Il y a eu des jours difficiles encore, les réseaux sociaux se montrent cruels, certaines personnes n'ont pas changé d'avis, il y a des silences. Mais il y a aussi des nouvelles amitiés, des femmes que j'ai aidées à obtenir un rendez-vous médical, des jeunes au pair qui m'écrivent pour me demander conseil. Et parfois, à l'heure du déjeuner, je m'assieds et je relis les premiers messages de soutien que j'ai reçus après le baby shower. Je les garde comme des petites pierres chaudes sous la langue. Un matin, j'ai pris une décision symbolique. J'ai commencé à utiliser mon nom complet, Mariana Silva Oliveira, dans tous mes actes officiels, dans ma petite carte de visite pour les ateliers. Ce n'était pas une fuite du passé, mais une revendication d'identité. Mon nom ne dépendait pas de la reconnaissance d'un homme, ni d'une étiquette étrangère. Je l'ai porté comme un vêtement qui me va enfin. Je veux être clair sur le plan légal, tout ce que nous avons obtenu n'était pas une victoire totale. Les recours civils ont des bornes. Ils n'effacent pas les souvenirs ni ne restaurent parfaitement ce qui a été perdu. Mais ils posent un précédent. On ne peut pas, impunément, construire une narrativité publique qui anéantit la réputation d'une personne sans répondre à la preuve. Le droit a ses lenteurs, mais il est un levier. C'était l'une des leçons que Sarah m'a répétées. Avec de la patience et des faits, on peut faire rouvrir une histoire. Il y a eu aussi des remises en question personnelles. J'ai appris à ne plus laisser la honte définir mes désirs. J'ai commencé à en parler ouvertement avec des femmes qui voulaient des enfants, avec celles qui ne voulaient pas, avec celles qui n'en avaient pas. La fertilité n'est pas une échelle qui fait la valeur d'une femme. C'est une réalité biologique qui peut être injustement politisée. Depuis, je dis aux jeunes femmes que je rencontre, « Ta valeur n'est pas une équation médicale ». Et je leur raconte, sobrement, mon chemin, sans mots qui cherchent à blesser, mais avec une vérité nécessaire. Parfois, j'entends encore la question maladroite de quelqu'un qui se demande pourquoi j'ai choisi un moment si personnel, un baby shower, pour révéler les choses. Ma réponse est simple, parce que c'était un endroit où la mise en scène de la maternité servait à fermer une autre version du monde. Et où mieux, sinon en pleine lumière, prouver que la lumière est plus forte que le mensonge. Les jeunes enfants sur le portique n'étaient pas des accessoires, ils ont rendu la pièce humaine. Leur rire a été le contrepoint de la mécanique sociale. La scène ne visait pas à humilier, elle visait à rendre lisible ce qui était invisible. Aujourd'hui, je vis dans un appartement plus petit, plus modeste, mais qui est mon espace. Les plantes que j'ai plantées sur le balcon reprennent leurs feuilles, selon une saison que je comprends mieux. Je travaille à mi-temps pour une association, je donne des ateliers, je compose des playlists qui me tiennent compagnie. Je n'ai pas cherché à transformer ma vie en revanche permanente. Au contraire, j'ai choisi la reconstruction. Et la reconstruction, pour moi, inclut la justice, l'entraide et l'apprentissage.
Je ne veux pas donner l'impression que tout s'est arrangé en un tournement. J'ai eu des nuits sans sommeil, j'ai eu des instants où je me suis remise en question. Mais il y a une force tranquille qui s'est installée, une certitude que je mérite d'être écouté, que mes droits comptent, que ma parole n'est pas une monnaie faible. J'ai compris que défendre sa réputation n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de survie sociale. Et je veux aider d'autres femmes à apprendre à défendre la leur. Aux personnes qui écoutent cette histoire, surtout à celles qui, comme moi, ont senti parfois que leur valeur dépendait d'une validation extérieure, je veux dire ceci. La vérité peut être lente à s'imposer, mais elle n'est jamais inutile. Cherchez des alliés. Notez, sauvegardez, demandez des attestations. Et si vous sentez qu'on vous réécrit, ne pensez pas que vous êtes seul. Les réseaux existent, les lois existent, et il y a des personnes prêtes à s'engager. Ne confondez jamais votre valeur avec une étiquette que d'autres vous donnent. Si cette histoire t'a parlé, si tu sens que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage-la. Et si tu veux suivre d'autres récits de résilience et d'informations pratiques pour te défendre, abonne-toi. Nous sommes en train de construire quelque chose qui peut soutenir des vies. Je termine souvent mes ateliers par une question simple. Que veux-tu que ton nom dise de toi? Ce n'est pas une interrogation de vanité, mais une invitation à l'agentivité. Mon nom aujourd'hui est un petit manifeste. Je suis plus que ce qu'on m'a dit. Je ne suis pas définie par une absence, ni par le jugement d'un homme. Je suis une femme qui a traversé une épreuve, qui a choisi la voie du fait et du droit, et qui maintenant met sa parole au service d'autres. C'est la forme de revanche que j'ai choisie, celle qui transforme la douleur en savoir et la honte en instrument de soutien. Parfois, sur le chemin du marché, je vois des enfants jouer sur un portique. Ils me rappellent ce jour précis. Je souris en pensant à la robe rouge dans laquelle j'étais et au regard figé d'une salle qui croyait connaître la vérité. Je pense à Claire, à Antoine, à tous ceux qui ont vu leur certitude changer. Je ne souhaite pas la disgrâce pour qui que ce soit, je souhaite la clarté. Et je crois que la clarté est une alliée. Je continue d'écrire, d'enseigner, de recevoir des femmes à Casavoz. Nous offrons désormais des sessions d'information, des conseils juridiques gratuits pour celles qui ne peuvent pas se payer un avocat et des groupes de parole. Ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est un début. Et pour moi, c'est plus que cela. C'est la preuve que la vérité, rendue publique avec prudence et courage, peut changer la trajectoire de vie. Il y a dans toute cette histoire une chose que je n'oublierai jamais, ces petits gestes quotidiens qui recomposent un être. Un café partagé, une lettre d'encouragement, un message qui dit « Je suis là ». Ils ont leur place à côté des décisions juridiques et des documents. Ils sont le tissu qui nous garde humains. Je veux que cette histoire serve à rappeler que la justice ne suffit pas toujours sans la compassion, et que la compassion sans la justice n'efface pas les blessures. Je ferme ce chapitre sans l'idée qu'il est achevé pour toujours. La vie est un chantier où l'on travaille sans cesse. Mais je le quitte avec la certitude d'avoir fait un choix, défendre la vérité et en faire un levier pour d'autres. Cela ne m'a pas rendue invulnérable, mais cela m'a rendue cohérente. Et être cohérente pour une femme qui a traversé des récits imposés par autrui est déjà une victoire. Si tu as écouté jusque-là et que tu veux soutenir des initiatives d'aide aux personnes victimes de manipulation émotionnelle et de discrimination, cherche une association locale. Propose ton temps ou partage cette vidéo. La solidarité change la donne plus vite que n'importe quelle loi. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle t'apportera quelque chose, une information, une force ou simplement la certitude que tu n'es pas seul. Abonne-toi si tu veux continuer à entendre des voix qui luttent et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.